Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a pas forcément une passion immodérée pour les grosses mécaniques, les belles bagnoles, tout ce qui roule vite et qui fait du bruit, mais qui peut tout à fait se laisser embarquer pour une balade à haute vitesse sur l'asphalte pour peu qu'on lui propose des enjeux qui lui causent et surtout qu'on y aille plein gaz dans les ambitions filmiques et scénaristiques. C'est donc ceinture de sécurité bouclée mais plein d'entrain que nous attendions Le Mans 66, auquel cet épisode sera consacré grâce à un duo de pilotes qui maîtrisent en toutes circonstances leur véhicule critique. Perrine Kenson, salut Perrine. Salut. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est Nos Ciné, épisode 208 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Le Mans 66 c'est aussi une histoire de duo rival pour ce qui concerne les constructeurs Ford et Ferrari et duo allié pour ce qui est des deux personnages principaux de cette histoire inspirée de faits réels, comme on dit, le designer automobile Carl Shelby joué par Matt Damon et le pilote de course Ken Miles incarné par Christian Bale, à qui Ford confie la délicate mission de battre l'écurie Ferrari lors de la fameuse course des 24 heures du Mans en 1966, donc d'où le titre, alors même que le constructeur italien est à l'époque invaincu depuis des années. You're gonna build a car to beat Ferrari with a Ford. Correct. And how long did you tell them that you needed? 200, 300 years? 90 days. You ready? I was born ready, Mr. Shelby. Hit it. Et derrière la caméra, c'est James Mangold, réalisateur entre autres de Walk the Line, de Copland ou encore du très remarqué Logan, dont nous avions dit le plus grand bien dans ce podcast il y a 2 ans maintenant. Et au casting, outre Bale et Damon, on trouve Joe Bernthal, Catriona Balfe, encore Tracy Letts. Votre avis sur Le Mans 66, les amis? Perrine, tiens. Eh bien, il y a quelques années, en 2013 exactement, il y avait ce cher Ron Howard qui sortait Rush, qui était donc sur des pilotes de Formule 1, pour le coup, l'opposition James Hunt face à Niki Lauda. Et ça m'avait vraiment surprise à l'époque parce que, disons que pour m'intéresser aux courses automobiles, il faut vraiment se lever de bonne heure. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y mettre du sien. J'ai grandi avec un père qui regardait ça, j'en ai jamais rien à taper. Donc, au bout d'un moment, voir le film, c'était... je me suis dit, bon, ça peut être intéressant, on sait jamais. Et résultat, fasciné, captivé. C'est sûrement le meilleur film de Ron Howard depuis très très longtemps. Donc, c'était vraiment une grande claque parce que excessivement bien réalisé. J'avais l'impression d'être derrière le volant. Enfin, je trouvais ça fabuleux. Donc, je me suis dit, mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Si tant est que j'ai vu beaucoup de films sur les courses automobiles, je suis pas sûre. Et donc quand arrive Le Mans 66, bon, on est à peu près sur des sujets similaires. On est sur une course automobile là aussi. On est dans des histoires de rivalité. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais je suis pas sûre que ça fonctionne une deuxième fois. Et bien comme quoi, finalement, la foudre, elle tombe peut-être 2 fois au même endroit, puisque... Peut-être que tu aimes vraiment les sports automobiles. Peut-être que j'ai découvert que j'aimais vraiment les sports automobiles, je ne sais pas. Je n'aurai pas la réponse à la fin de ce podcast, mais en tout cas, c'est une vraie grande claque. Avant de rentrer dans le détail du film, ce qu'il faut dire, c'est le pied, quoi, mais le pied qu'on prend en regardant Le Mans 66, parce que il y a de la mise en scène, il y a des mises en scène, il y a un côté, tout le monde dit c'est un peu traditionnel, c'est à l'ancienne, un petit peu, c'est vrai, mais c'est ça qui est agréable en fait. Un film qui ne surjoue pas des CGI ou ce genre de choses pour finalement créer quelque chose d'accrocheur, quelque chose de visuellement ultra percutant. Moi, quand ces personnages, ça commence sur une course automobile au Mans, quand c'est Shelby qui conduit, au début des années 60, si je dis pas de bêtises, et déjà là, j'étais vraiment prise par le film. Déjà là, j'étais convaincue. Donc, déjà, voilà, le plaisir immédiat, il existe, il est présent. Mais en plus, il y a une intelligence de scénario dans ce film. Donc, je parlais d'opposition, tu parlais aussi d'opposition, en fait, dans le film. Et Rush était construit sur ça, sur cette opposition entre les deux personnages, sur cette rivalité entre les deux personnages. Et c'était assez facile en soi finalement comme construction, mais en plus ce qui était beau c'est que c'était 2 personnages pour lesquels on avait le même intérêt, même si de prime abord James Hunt était plus charmant, Niki Lauda fasciné par ses capacités, donc finalement on avait le même respect sur ces 2 personnages et c'était une rivalité très intéressante façon Salieri et Mozart, quoi. C'était vraiment passionnant. Et là, encore une fois, on a cette histoire d'opposition, mais elle se décline à l'infini, cette histoire d'opposition. Il y a évidemment l'opposition Ford-Ferrari, comme l'indique le titre anglais, qui oppose 2 visions de la construction automobile.
l'une qui est très fordienne, c'est-à-dire très dans la production, très d'un point de vue plutôt financier, d'un point de vue pratique. Et plus massive. Et plus massive. Et Ferrari qui est plutôt dans cette espèce de qualité, un côté entreprise familiale, un peu mafia sur les bords, et qui en même temps a un énorme respect du produit. En fait, vraiment, il y a un amour de l'automobile qui est assez vibrant. Donc, on a cette première opposition. Puis, on a l'opposition finalement entre Shelby et Ken Miles. Carroll Shelby, qui est joué par donc, Matt Damon, et Ken Miles, qui est joué par Christian Bale, qui eux-mêmes sont des personnages complètement opposés techniquement. Il y en a un qui est une pure tête brûlée, un pur fou qui ne parle que qu'à travers son corps et qui a un caractère un peu de chien. Un peu dur. Un peu de chien. Et en face, on a Carroll Shelby qui, au contraire, lui est quelqu'un d'un peu plus posé, d'un peu plus pragmatique, d'un peu plus diplomate. Mais les deux sont liés par une passion commune, cette passion de l'automobile et des belles performances. Et donc, là, finalement, avec ces deux personnages, on retrouve le duo James Hunt Niki Lauda, mais dans l'idée de la complémentarité. Ils se complètent l'un l'autre, donc ils font une unité. Un Britannique en plus. En plus, un Américain, un Britannique. On pourrait décliner encore à l'infini. Et donc, il y a une autre opposition qui va se créer. L'opposition supplémentaire, c'est ce duo face à Ford, face à l'entreprise Ford. Donc d'un seul coup, c'est à la fois c'est l'opposition entre le savoir-faire et le faire savoir, entre ceux qui font et ceux qui produisent, ceux qui mettent l'argent en fait. Donc il y a entre les cols blancs et les cols bleus. Et c'est cette opposition-là qui est encore plus intéressante dans le film et qui va vraiment être la ligne directrice du film. C'est un film qui certes parle de 1966 mais qui parle terriblement, encore une fois c'est l'apanage des bons films aussi, de savoir parler de son époque. Donc finalement il est très très dans l'air du temps. Il a compris ce qu'était aussi notre époque. Et il y a aussi toute une question d'héritage. L'héritage est aussi, encore une fois, il y a une opposition dans l'héritage. Il y a l'opposition Ford, parce que c'est Henry Ford II qui est donc à la tête de l'entreprise à ce moment-là, qui subit finalement l'héritage d'Henry Ford Ier. Il n'est qu'un second, et il veut inscrire son nom, et c'est très compliqué. Donc il est lui aussi dans l'opposition. Là où d'un seul coup, on va avoir le point de vue du petit garçon de Ken Miles, qui lui est complètement dans une forme d'héritage, mais c'est de l'ordre de la transmission, c'est de l'ordre du partage. On n'est pas dans une concurrence, on est dans le partage. Et cette déclinaison permanente à l'infini de ce motif de l'opposition rend le film, donne en tout cas une profondeur au film, une complexité au film qui est tout simplement vertigineuse, en plus de la beauté, encore une fois, des images, de la qualité d'actorat des acteurs, et puis surtout l'aspect très moderne du film. Oui, ça parle d'automobile, mais clairement, on pourrait dire que ça parle de cinéma et qu'ils sont en train de se foutre de la gueule de ce qui se passe actuellement dans l'industrie cinématatographie, où, encore une fois, on empêche peut-être les duos réalisateurs-producteurs qui ont des envies, qui ont des talents, qui ont de l'ambition, à qui on oppose des réalités financières, en tout cas des désirs financiers qui viennent contrecarrer la création. Donc, c'est assez drôle de voir que c'est distribué par Disney, même si à la base c'est un film Fox, c'est distribué par Disney. Je trouve que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, et c'était déjà le cas avec Lone Ranger il y a quelques années. Moi, ça me plaît beaucoup, cette espèce d'ironie un petit peu finale. Stéphane ? Alors, c'est totalement ça le film en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, je pense de la part de James Mangold, la volonté de parler du système hollywoodien à travers le film, à travers des moments clés, à travers le gosse en fait et le regard du gosse en fait sur le travail de son père et sur les sacrifices de son père en fait, et des sacrifices qu'il ne veut pas commettre la plupart du temps, et qu'il parvient d'ailleurs la plupart du temps à ne pas commettre, sauf une scène primordiale, et qui va lui coûter énormément. Et il y a aussi le regard de son regard à lui en fait, en tant que, parce que le truc qu'il faut peut-être expliquer avec James Mangold, c'est que c'est quelqu'un qui a débuté dans les années 90 avec ses propres films, il les a écrits lui-même, il a travaillé avec des studios, même si on peut dire que Copland c'est son film d'auteur, on va dire entre guillemets, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui a monté ce casting là, c'est lui qui a demandé à Stallone de jouer ce personnage-là, de le faire grossir, de vraiment le casser un peu en fait pour le faire rentrer dans son projet. C'est un film qui s'est fait aussi saboter par, alors pas saboter. Heureusement, le film est tellement beau que c'est difficile de lui couper ses ailes, quoi. Mais il y a un vrai director's cut par contre sur Copland, et s'est fait saboter par les Weinstein dans les années 90. Il y a un director's cut de 15 minutes en plus, et qui est encore plus magnifique. C'est quelqu'un qui s'est énormément confronté au studio,
qui à un moment donné, moi j'ai vraiment cru qu'il avait capitulé, parce que malgré des succès comme Walk the Line, où moi je trouve que je suis pas hyper fan de Walk the Line dans l'absolu, mais c'est quelqu'un qui filme splendidement l'Americana et ce genre de choses, donc voilà, c'est un cinéaste intrinsèquement américain. Malgré des succès comme ça, en fait, il s'est retrouvé à faire quelques années après des sous-Mission Impossible comiques comme Night and Day, qui était vraiment pas terrible, avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Le Wolverine qu'il a fait, le premier Wolverine qu'il a fait, qui était certes meilleur que le X-Men Origins qui était sorti, c'est pas terrible, c'est vraiment une catastrophe. Et en fait, je me suis dit, on l'a un peu perdu. De temps en temps, il avait un truc où il faisait son remake de 3h10 pour Yuma qui était plutôt réussi. Et évidemment, il est revenu ces derniers temps avec Logan, où même là, en fait, il a quand même tu sens qu'il est obligé de jouer avec le matériau et de le traiter, quoi. Et quand on reprend en fait cette carrière-là, on sent que lui-même en fait s'oppose à lui-même, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, il se pose la question de qu'est-ce qu'il m'a fallu pendant toutes ces années-là, 20 ans et plus de carrière, pour à un moment donné arriver à faire ce film-là. Et effectivement, ce film, il est quasi miraculé parce que l'ironie, moi je vais aller encore plus loin que Perrine, l'ironie elle est plus que mordante. C'est un film distribué par Disney, certes, mais parce que Disney a racheté Fox. Donc le truc c'est que là je pense que malheureusement je pense que comme la plupart d'entre nous, je suis pas sûr que ce soit un sujet qui soit hyper parlant en dehors des États-Unis. Vu le traitement de Ferrari par moment, je suis pas sûr que les Italiens le prennent super bien quand le film sortira là-bas. Et en plus, je pense que oui, moi je suis comme vous. Enfin, je m'en fous en fait de la compétition automobile. Donc, mais c'est l'apanage des grands films justement. C'est-à-dire que d'un moment donné, de nous alpaguer avec un sujet qui est pas du tout qui est pas pour nous, quoi. Et là-dessus, le savoir-faire effectivement de Mangold, c'est de savoir où placer sa caméra exactement là où il faut pour mettre en fait en avant les besoins de la séquence. Et il y a l'extrait que tu as passé en fait qui est assez drôle parce que t'as le patron donc de Ford qui est effectivement un héritier, quoi, qui n'a pas créé cette entreprise, qu'il a récupérée, quoi, qui a tout un tas de grandes philosophies sur la vie, à qui on dit venez, on va tester la bagnole que vous voulez en fait qu'on construise, quoi, cette bagnole de compétition que vous n'avez pas l'habitude de construire, quoi. Et on va vous expliquer ce que ça veut dire de piloter ça, parce qu'en fait toute la question c'est de savoir qui va le piloter. Est-ce qu'il nous faut quelqu'un d'un peu plus bankable, quelqu'un qui passe mieux dans les médias, maniéré, voilà, que le personnage de Christian Bale. Et du coup il le colle dans la bagnole et il lui fait un tour et l'autre s'effondre en sanglots en se disant je ne savais pas en fait, je savais pas quel était le prix en fait pour tenir en fait une voiture de ce truc-là. Et ça, enfin, je sais pas à quel moment il a trouvé ça avec un exécutif qu'il a dû, faire chialer ou j'en sais rien, à un moment donné sur un plateau, ou je sais pas comment ça, parce que James Mangold, il a l'air tellement à la base, c'est quelqu'un de très talentueux, mais il a l'air vraiment d'arriver à composer, si tu veux. C'est quand même un mec qui a dirigé beaucoup de stars. Il faut quand même, à son deuxième film, gérer un casting comme celui de Copland, avec, on parle de Stallone, mais il y a quand même De Niro, il y avait Harvey Keitel, ils étaient tous au top à l'époque, quoi. Donc, arriver à gérer ce genre de casting-là, et c'est quelqu'un qui doit indéniablement composer. Donc, à mon avis, il se retrouve totalement en fait dans les deux persos. Dans le perso de Matt Damon, qui est un personnage qui est censé composer, mais qui à un moment donné dit j'ai besoin j'ai besoin que vous me lâchiez un peu la bride et que j'y aille, quoi. Et dans le personnage de Christian Bale, qui oui en fait aime ce qu'il fait profondément et se retrouve en fait à être consumé par sa passion, quoi, en fait, au prix de sa famille, au prix de tout ça, au prix des dettes, au prix de voilà, et dire, littéralement à un moment donné, jouer le tout pour faire un film, quoi. En l'occurrence faire une course, mais là faire un film, quoi. Donc je pense que ce truc, en fait, c'est ce qui fait que le film il est complètement habité. Je pense que ce qui fait que le film est complètement habité, c'est que c'est un film d'auteur au sein de ce qui aurait pu être une commande. Moi, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr de ça, mais il me semble que c'est un projet quand même qui était à la base pour Michael Mann. Oui, il est producteur d'ailleurs, Malky Mann, dessus. Je l'ai pas vu au générique. Je sais qu'à la base c'était Tom Cruise et Brad Pitt qui devaient être les deux acteurs principaux, il y a très longtemps. Voilà, et en fait c'est un projet qui est assez ancien. Et Christian Bale devait faire en tout cas un film Ferrari avec Michael Mann il y a quelques années, et ça s'est pas fait. Donc je sais pas si c'est ça, je suis pas sûr que ça soit exactement ça, mais ça sent quand même le genre de projet qui pourrait être totalement un projet de commande en fait, et qu'il s'est littéralement approprié.
Moi, je pense que c'est un vestige, ce film, d'ores et déjà. C'est-à-dire, il est en train de sortir. À mon avis, je pense qu'on n'en verra plus des comme ça. D'ailleurs, on n'en voit plus tellement, en fait, en toute honnêteté. Mais je pense que c'est un film ouais, c'est un vestige de studio. C'est-à-dire, à mon avis, la Fox, ils ont beau... là, ils sont tous en train d'essayer de rassurer tout le monde en disant oui, les films Fox Searchlight continueront à sortir en salle, etc., avec tous les Disney Plus qui arrivent, les Hulu, les machins, les trucs et tout, quoi. Tous les trucs de streaming, ils sont en train d'essayer de rassurer tout le monde, mais je pense que, voilà, après, si ce film se bide, il n'y a aucune raison que Fox continue à sortir des films vraiment derrière. Ils ont eu un X-Men qui s'est planté, là, donc on sait que ça va être rebooté dans le MCU. Enfin, voilà, donc à mon avis, c'est un vestige de chez Fox, entre guillemets, à l'ancienne. Et c'est un vestige dans le cinéma parce qu'il y a de l'argent dans ce film, en fait. C'est-à-dire, et ça se voit aussi. Il a coûté 100 millions. Voilà, et ça se voit, et c'est 100 millions qui sont dédiés, comme le Tarantino d'ailleurs, comme Once Upon a Time in Hollywood, à la machinerie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire vraiment la façon dont on va mettre de l'argent dans la reconstitution, dans les mouvements de caméra, dans le truc pour faire le film le mieux raconté possible, en fait. Et c'est en ça que le film il est formidable, quoi. C'est vrai qu'on est très très dithyrambique sur le film, mais parce qu'il le mérite aussi, en fait. Il y a vraiment, je suis d'accord avec toi sur cette idée de vestige, cette sensation de mince, j'ai l'impression que je vais plus en voir des comme ça. Ça rend un petit peu triste. Et c'est vrai qu'il est assez fascinant ce James Mangold en réalité, parce que en effet, moi c'est un type techniquement j'ai du mal à l'identifier, ne serait-ce que physiquement je l'identifie pas. C'est pas un réalisateur star, c'est pas le mec que tu vas identifier dans la seconde. Et en même temps, ces films, quand on me dit les noms, je dis bien sûr Copland, bien sûr Logan, bien sûr. Même des films un peu moins bien comme Night and Day ou moi j'aime pas trop une vie volée qui était avec Angelina Jolie à l'époque aussi et Winona Ryder. Même ces films que je considère comme un peu moins bien, ça reste quand même des films de qualité. On peut pas dire que ça soit quelqu'un qui ait fait une plantade monstrueuse. C'est un vrai artisan. Et en fait, il a cette capacité de faire ressortir chez ses personnages en permanence, peu importe le film, quelque chose soit d'assez surprenant chez eux, notamment par exemple dans Copland, quand on voit Stallone de cette manière-là, avec ce physique-là à ce moment-là, c'est un petit peu surprenant. Quand il utilise finalement Night and Day, il utilise ce personnage de Tom Cruise, Mission Impossible-esque, j'ai envie de dire, mais avec un humour supplémentaire, avec un regard sur soi qui est assez intéressant en fait, c'est-à-dire une mise en perspective de ce personnage d'Ethan Hunt, qui est capable de rejouer, de repenser Tom Cruise. Il a une intelligence de ses personnages, il a une intelligence émotionnelle de ses personnages, ce qui rend le film d'autant plus attachant, en fait. Et surtout dans Le Mans 66, j'ai longtemps parlé de cette histoire d'opposition, mais ce qui est assez fort, c'est que finalement, il arrive à faire ressortir l'humanité de chacun de ses personnages. Même Henry Ford 2, qui est quand même quelqu'un d'assez désagréable de prime abord, on perçoit chez lui ce petit garçon frustré, ce petit garçon qui n'a pas pu, qui avait déjà des jouets en main, mais qui n'a pas pu créer ce qu'il voulait. C'est comme si on lui avait donné des Lego, on les avait déjà tous montés, puis on lui a fait tu touches pas. Donc on comprend la frustration du personnage. La relation de Ken Miles avec son fils, elle est absolument sublime, ce qui donne dans une séquence vers la fin quelque chose qui est un vrai arrache-cœur en fait. La relation entre lui et Matt Damon, le regard qu'ils se posent l'un sur l'autre, c'est ultra humain en fait, c'est-à-dire que c'est un film purement injecté d'humanité, ce qui pour moi le rend au-delà, en plus de, encore une fois on a parlé, la mise en scène, la façon dont est pensée la mise en scène à plein de moments, c'est quand même assez ébouriffant. Et puis voilà, moi je trouve que c'est j'ai fini le film mais presque avec la larme à l'œil, au-delà de ce que peut raconter le film. C'est parce que aussi j'avais cette sensation de mais moi je veux ça en fait. Moi je veux voir ça au cinéma parce que c'est ça qui me donne des sensations. Moi j'étais accrochée à mon siège, vraiment j'avais l'impression d'être dans le Space Mountain et de me prendre leur putain d'accélération dans la tronche quand ils accéléraient sur le tour. Tu vois, la construction par exemple du Mans, c'est très compliqué comme course, le Mans, c'est quand même 24 heures, il y a des changements de pilote. C'est pas si simple à raconter en réalité, parce que va raconter des histoires de changement de pilote, c'est pas très intéressant dans le cadre du film où on met en valeur un pilote en particulier et pas les autres. Mais il trouve toujours des stratagèmes, il a toujours une idée pour que d'un seul coup on comprenne la mécanique. Encore une fois, il y a cette idée de mécanisme, de vraiment de mettre les mains dans le cambouis. Mais qu'on comprenne la mécanique
d'une course comme Le Mans, tout en n'oubliant pas de magnifier des personnages qu'il a choisis et d'en faire des icônes. Moi, je trouve que c'est vraiment... et j'avais lu pas mal de critiques américaines qui étaient un peu genre, voilà, c'est un film qui fera plaisir. J'ai lu, c'était de l'herbe à chat pour fans de moteurs. C'était un titre, je crois, du Guardian. Et enfin, bon, ça m'a fait rigoler. Parce que je me suis dit, c'est peut-être que pour les fans d'automoto, je suis ravie pour eux, mais c'est de l'herbe à chat pour moi, en fait. Donc, je pense qu'on a affaire à quelque chose de très grand et que j'aurai toujours plaisir à revoir, comme j'ai plaisir extrême à revoir Rush à chaque fois que je tombe dessus. Stéphane? Mangold, c'est un artisan, puis c'est un type qui a été formé par Alexander McKendrick, en fait, qui est un réalisateur anglais, britannique, qui a fait pas mal de comédies pour le studio Ealing dans les années 60 et tout, des films comme Le Grand Chantage aussi aux États-Unis. Et en fait, c'est un cinéaste entre guillemets classique, c'est-à-dire que vraiment Mangold, il a appris à les règles de la narration de façon ultra classique, académique, ouais. Voilà, pas académique, classique vraiment, c'est-à-dire que académique pour moi c'est ça. En tout cas, ça pourrait prêter à confusion et à croire que c'est un peu ronflant, quoi. C'est pas du tout ça, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, encore une fois, se pose la question de quels sont mes besoins dramatiques, narratifs pour la séquence, en fait, et je vais la travailler. C'est-à-dire que il n'y a pas de sensationnalisme. Regardez Stallone Negro dans Copland, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que même d'ailleurs, elle est réintégrée dans le Director's Cut, donc ça va peut-être me faire un peu mentir, mais il y avait cette scène, elle avait été coupée, justement la scène où il se réveille Stallone au matin et que vous voyez avec son bide, c'était quasiment la présentation du personnage. Et il s'est dit non, je veux pas en fait que les gens s'arrêtent à ça, quoi. Et il y a une espèce de logique de narration. C'est un peu comme quand Michael Mann, par exemple, même si lui il est beaucoup plus, c'est un cran carrément au-dessus, il est dans le sensitif, quoi, décide, même s'il avait ce plan-là dans Hit, de ne pas montrer le plan carte postale avec les deux face à face dans le diner, quoi. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a De Niro et Pacino pour la première fois face à face et il veut pas jouer le truc. Ça suffit, l'énergie entre les deux suffit en fait. Et le truc avec Mangold, c'est que avec le temps, c'est-à-dire c'est vraiment un vrai cinéaste dramatique, mais c'est aussi un cinéaste qui fait quelque part, alors pas à chaque fois, mais en tout cas assez souvent, des westerns déguisés, quoi. Bon, il y a ce 3h10 pour Mac qui est un western, mais Logan qui est un western déguisé, celui-là qui est un western déguisé, Walk the Line qui est aussi par certains côtés, en tout cas dans son imagerie, un western déguisé, parce que c'est vraiment encore une fois l'Americana, etc. Et c'est quelqu'un qui croit à ses valeurs, en fait. Donc c'est un cinéaste intrinsèquement américain. Copland, moi j'en parle même pas, c'est carrément un western, le film, quoi. Avec, c'est vraiment c'est ça, quoi. Jusque dans son truc film, voilà, c'est ça. Et même si ça se passe, c'est contemporain, quoi. Et je veux dire, Stallone il joue un shérif, littéralement. Il y a les archétypes du western. Complètement. Et donc en fait, quelque part, oui, c'est ce qui fait de lui un cinéaste classique. C'est-à-dire, c'est ce qui fait de lui quelqu'un qui utilise ces archétypes-là, qui a pas de problème avec ça. Qui n'a pas de problème avec l'idée que oui, peut-être ça a déjà été raconté, mais en fait, je vais quand même vous impliquer dans mon processus narratif, dans ce que j'ai à vous raconter. Et ce qui est quelque part un peu triste, effectivement, l'aspect un peu pas... on a beaucoup utilisé ce terme mélancolique en fait pour le Tarantino que j'ai jamais compris en fait sur le Tarantino, mais là je le comprends totalement sur celui-là, dans le sens où en fait il y a cette idée que ce cinéaste classique-là, il s'accroche tout simplement à la notion qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse le cinéma de cette manière-là. Et en fait, le cinéma, il a besoin, modestement, hein, je pense qu'il ne le dit pas de façon justement à se la péter, quoi. Il a besoin de gens comme moi. Il a besoin de gens qui savent raconter des histoires et qui se préoccupent en tout cas de raconter des histoires. Et à un moment donné, on peut essayer dans ce système-là d'essayer d'avoir le beurre à l'argent du beurre. On peut essayer d'essayer de composer avec les gens. On peut essayer de faire tout ce truc-là, etc. Mais il y a forcément un prix à payer. Et ce que le dit le film, sans spoiler la scène finale, ce que le film représente pour moi, c'est qu'il va parler en fait d'un personnage qui est le personnage de Christian Bale, en l'occurrence, qui n'est pas connu et pour cause en fait. C'est-à-dire que sans dévoiler ce qui se passe, il n'est pas resté dans l'histoire. Or, à cause d'un compromis, on va dire. Et la notion même de ce compromis-là fait que aujourd'hui, on fait un film sur lui quand même. Et ce que dit en gros Mangold à travers ça, c'est faites ce que vous avez à faire, essayez au maximum et l'histoire retiendra votre talent et on parlera de vous en fait. Et lui c'est ce qu'il essaye de faire, il essaye tout simplement de faire du cinéma de la pérennité, c'est-à-dire oui c'est actuel dans le sens où ça parle du cinéma hollywoodien, oui c'est actuel dans le sens où ça parle de la société actuelle, etc. Mais c'est un film pérenne, c'est-à-dire que c'est évident qu'on pourra le revoir dans 30 ans ou 40 ans comme un vrai classique. Et ça se voit tout de suite maintenant en fait quand on est en train de le regarder, quoi. Et ça
c'est exactement ce qui est en train de tuer l'industrie du cinéma. Alors tuer, je sais pas si le cinéma va mourir, mais en tout cas, il va forcément se régénérer d'une manière ou d'une autre. Ailleurs peut-être, je sais pas comment. Mais en tout cas, c'est ce que le film il dit pour moi. C'est-à-dire, il dit clairement, à un moment donné, il faut qu'on fasse des films pas pour hier, pas que pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et c'est malheureusement, avec toutes les vannes qui sont ouvertes aujourd'hui, avec tous les... la recherche du contenu absolument, etc., c'est plus vraiment ce qui est pris en compte, quoi. Pour terminer, un petit tour de recommandations, comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes de ce podcast. Vous avez comme toujours carte blanche, on peut rester dans l'automobile, dans le classique instantané, dans tout ce que vous voulez. Perrine, tu as déjà beaucoup parlé de Rush déjà. Oui. Tu n'as pas le droit de recommander Rush du coup. Non, je vais sortir totalement de et de l'automobile et de tout, même s'il y a une histoire légèrement d'automobile dans l'affaire, mais très peu. Et faire une blague que je vais faire hors antenne. Donc après Le Mans, je vais vous parler de La Main. Waouh, elle l'a fait. Elle l'a fait. Non, voilà, je vais parler d'un film qui sort le 6 novembre, qui s'appelle J'ai perdu mon corps. C'est un film d'animation de Jérémy Clapin. C'est un premier long métrage d'animation pour adultes, qui est un genre, on l'a déjà dit, notamment quand on avait reçu Donido pour Funan, etc. C'est un genre très très compliqué, qui a du mal à trouver son public en salle, et aussi parce que, notamment, sous prétexte qu'il faut faire un truc pour adultes, on va faire que des histoires qui sont liées à la réalité. On va parler là en l'occurrence, on parlait du massacre par les Khmers rouges, ou on va parler de Persépolis, la situation en Iran. Enfin voilà, on parle de choses qui sont ancrées dans la réalité, quasi documentaire. Et là, en fait, c'est un film qui, clairement, est un long métrage de fiction, adapté d'un bouquin, écrit d'ailleurs par le mec qui était le scénariste de Amélie Poulain, pour savoir. Mais adapté d'un bouquin, donc c'est un pur long métrage de fiction, une pure création. Et on a donc J'ai perdu mon corps, c'est l'histoire d'une main coupée qui s'échappe de chez le médecin légiste, je crois, et parce qu'elle veut retrouver le corps à qui elle appartient. Elle est attachée d'habitude. À qui elle est attachée. Et donc on va suivre cette main, et en parallèle on va suivre le bonhomme Naoufel, à qui appartient la main, jusqu'au moment où comment il a perdu cette main, en fait, comment il s'est retrouvé sans sa main. Donc on a deux histoires parallèles qui se mettent en place, et c'est absolument fabuleux parce qu'il utilise cette animation de manière la plus intelligente, la plus percutante du monde. Ces deux personnages, donc cette main et Naoufel, qui vivent le monde, voient le monde de manière très différente. Naoufel est un personnage qui ne voit le monde qu'à travers le son, parce qu'il est obsédé par le son. Et un drame dans sa vie fera qu'il va arrêter de tout percevoir par le son et va s'enfermer. Là où la main, elle n'a pas d'yeux, techniquement. Donc elle ressent le monde par le tactile, par le toucher. Donc c'est deux personnages qui ont une vision du monde différente, et c'est comme ça qu'il va les lier au fur et à mesure du récit. Et donc déjà visuellement c'est un petit peu une claque, c'est un très beau dessin en 2D, c'est absolument grandiose à regarder, mais en plus on a un film qui a sûrement l'une des plus belles scènes que j'ai vues récemment, de rencontre entre deux personnages. Naoufel qui va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Gabrielle, et c'est une rencontre qui se passe par interphone, et je pense que dans l'histoire du cinéma récent, on a rarement fait une aussi belle scène de rencontre. Elle restera dans les mémoires, et au-delà de ça, faut soutenir ce cinéma d'animation pour adultes, pour avoir plus de créations aussi puissantes, aussi différentes, aussi fortes que J'ai perdu mon corps. Qui est à voir en salle, donc, en ce moment. En ce moment, elle est sortie le 6 novembre. Parfait. Stéphane. Alors moi j'ai deux recos, une dans l'univers, une pas dans... Enfin si, en fait les deux si elles sont connectées dans l'absolu. Moi j'ai recommandé le premier film de James Mangold qui s'appelle Heavy, pour lourd, parce que c'est l'histoire, c'est un petit drame, Sundance, alors, mais vraiment par contre c'est encore une fois la démonstration que t'es pas obligé de faire un film Sundance et de faire un ramassis de clichetons, on va dire, pour impressionner les critiques. Et là, en l'occurrence, c'est l'histoire en fait d'un cuistot qui tient une petite bicoque avec sa mère sur un bord de route, quoi, et dont la vie va changer parce que c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa peau. Il est assez gros, il est assez mal dans son truc. Sa mère est hyper envahissante. C'est Shelley Winters qui joue le rôle. Et en fait, sa vie va changer parce qu'il va tomber amoureux de la jeune serveuse qui arrive, qui est Liv Tyler. Et il sait pas comment lui dire, il sait pas comment faire. Et en fait, son amour est extrêmement pur.
Et elle est complètement paumée, elle va se taper des pauvres types qui sont un peu trop, voilà, c'est une jeune fille, quoi, comme elle fait des erreurs qu'elle peut faire, quoi. Et en fait, le truc, c'est que c'est une vraie histoire d'amour dans le sens où les deux personnages s'aiment vraiment, mais ils peuvent pas vraiment s'aimer. Et lui, en fait, il arrive à extraire cette essence-là de façon très, très douce, très mélancolique, très amère. C'est un film un peu sur les laissés pour compte aux États-Unis. Hein. C'est vraiment sur les gens un peu pauvres, un peu esselés comme ça, quoi. Et voilà, c'était sorti en salle en France, je crois, mais alors un peu tardivement, en 98, un truc comme ça. C'est vraiment, alors il y a peut-être un DVD qui traîne, mais il doit être un peu dégueulasse, quoi. C'est pas resté, hein, avec le temps. Enfin, c'est connu parce que c'est le premier film, on va dire, de James Mangold, mais c'est vraiment à redécouvrir. Et la deuxième reco, la BO était signée par le guitariste de Sonic Youth qui s'appelle Thurston Moore. Et c'était une super BO. Mais ce qui est étonnant, en fait, avec ce film-là, c'est que ça ressemble plus, moi je trouve, alors sur la musique, je me souviens plus exactement ce que ça rend dans le film, mais ça ressemble plus à une chanson de Bruce Springsteen, en gros. Ce qui est un peu, voilà, de toute façon, il a ça, Mangold, dans lui, hein, il le cite ouvertement dans Copland, voilà. Et voilà. Et la deuxième reco, alors c'est un film de course de bagnole, voilà, mais bon, un peu, voilà, j'ai pas envie de faire un truc, j'ai pas recommandé un Steve McQueen ou un truc comme ça, quoi. C'est Thunderbolt avec Jackie Chan, qui date des années 90, qui est réalisé par Gordon Chan, et qui est quasiment le seul film, je crois, enfin, il y a des poursuites chez Jackie Chan, hein, et des trucs où il court derrière les bagnoles, où il s'accroche et tout ça, etc., au bus, mais là, en fait, il est coureur automobile. Donc t'as quand même quelques scènes de baston, hein, une ou deux comme ça au milieu. Ça se refait pas. T'as une scène à cette époque-là, Jackie Chan il aimait bien avoir une scène un peu maso où il se faisait éclater la gueule par des gens, et en fait t'as une scène où il est dans un espèce de lotissement, une baraque un peu toute prête à machin, là, et en fait qui se fait alpaguer par un gros une grosse grue. Et lui il est dedans, et c'est Jackie évidemment, puisque c'est Jackie qui fait ses cascades, et qui se fait éclater la gueule contre les murs, qui chute, etc. Donc là, ça c'est un peu périphérique au sujet du film, qui est donc un film de course de bagnole, et avec des courses hyper dynamiques, hyper bien filmées aussi, quoi. Pour le coup, beaucoup plus flashy que dans Le Mans 66. Dans le Mans 66, quoi. Mais super efficace, quoi. Voilà. Donc Thunderbolt, c'est pareil, c'était sorti en DVD chez TF1, je crois, à l'époque. Et pour le coup, c'était une version complète. Ah. Voilà. Parce que c'est assez rare. Les Jackie, il faut savoir aussi que surtout dans les années 90, les Jackie Chan, en fait, ils sortaient coupés parce que les gens récupéraient plus ou moins on y revient, les versions Weinstein Dimension qui étaient remontées par Bob Weinstein. Superbe. Voilà. Très bien. Merci à tous les deux. Notre temps est écoulé. Merci à Victor à la technique. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.